Bonjour à tous. Alors, j'ai fait plusieurs articles pour essayer d'arriver à comprendre moi-même et puis à expliquer la politique des droits de douane mise en place par la nouvelle administration Trump. C'est pas facile, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de choses à deviner qui n'ont pas été dites, malheureusement peut-être durant la campagne électorale qui a amené à l'élection de Donald Trump. Euh, donc sur cette politique des droits de douane, pour résumer rapidement ce qui s'est passé, donc on a eu des annonces de droits de douane contre la Chine et le Canada, je crois que c'était à 25%, le Canada et le Mexique à 25%, la Chine à 10%. Donc ça c'était dans un premier temps. Après on en a eu contre je crois que c'était la Colombie, pour récupérer les immigrés clandestins colombiens ou péruviens, mais je crois que c'est colombien. La Colombie a cédé tout de suite et donc les droits de douane n'ont pas été mis. Ensuite, on a eu une application effective des droits de douane contre la Chine sur l'acier et l'aluminium. Une politique qui avait déjà mis le Canada en place en octobre, il faut le savoir. Euh, et voilà, aujourd'hui on est le 26 février, et on vient d'avoir une annonce d'une mise en place prochaine de droits de douane contre les produits de l'Union européenne à hauteur de 25%, donc c'est colossal. Donc voilà, après c'est pas un décret, c'est juste des mots qui ont été prononcés par le président Trump aujourd'hui. Il y a des articles un petit peu partout dans la presse. J'ai oublié aussi, il y a eu une annonce il y a quelques jours de mise en place de taxes sur les importations automobiles aux États-Unis, donc c'est assez colossal. Voilà. À part cette mise en place contre la Chine, je crois qu'il n'y a rien de définitif du tout pour le moment de mis en place. Donc voilà, comme je disais, ça n'a pas été annoncé, cette politique-là, durant la campagne électorale. Et je crois même des républicains disent aujourd'hui, Donald Trump avance en cachant sa main, on ne sait pas ce qu'il veut négocier. C'est le fameux art du deal, art of deal. De Trump, il fait peur d'abord, il négocie brutalement, puis après, voilà. Donc, que cache sa main? Cacher sa main, c'est une réflexion utilisée en termes de jeu de poker. On cache ce qu'on a dans la main. Euh, donc voilà, il y a un exemple aussi sur le fait qu'il cache sa main, que les Canadiens ont très très mal pris l'annonce des droits de douane. D'ailleurs, quand même, je dois préciser qu'à l'intérieur du Canada, il y a beaucoup de gens, y compris des Canadiens, qui ne le savent pas, il y a des droits de douane à l'intérieur des provinces canadiennes. Si tu veux vendre une armoire du Québec en Ontario, il faut payer des taxes. Donc c'est pas si étrange. Et puis encore une fois, Trudeau a mis des taxes sur la Chine, sur l'acier et l'aluminium chinois en octobre. Donc voilà, mais en tout cas les Canadiens ont très 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 mal pris ces annonces de taxes. Ça veut dire que la balance commerciale est tout à fait favorable au Canada, et que si l'essentiel, une grosse partie des exportations canadiennes vont vers les États-Unis, alors que l'inverse n'est pas vrai. Je crois que c'est 3% des produits américains qui vont au Canada. Donc des taxes, ce serait pas bon du tout pour le Canada. Ce qui a été invoqué par Donald Trump, alors, il a parlé de la balance commerciale à plusieurs reprises, du fait que les États-Unis exportent moins vers le Canada que ce qui revient, mais pour illustrer le fait qu'il cache quelque chose, ce qu'il a invoqué, c'est que c'est surtout des problèmes de frontières. Il a dit qu'ils font rien à leurs frontières. Il y a des immigrés clandestins qui viennent du Canada et de la drogue, le fentanyl. Voilà, sauf que on peut dire que c'est pas vrai, quoi. Il y a quasiment pas d'immigrés clandestins à aller du Canada vers les États-Unis. Il y a quasiment pas de fentanyl à aller du Canada vers les États-Unis. J'ai mis dans des articles, j'ai mis le chiffre, c'est absolument ridicule. L'inverse est vrai. Il y a des immigrés clandestins, notamment qui viennent de Haïti, qui arrivent en Floride et qui remontent la frontière et qui passent la frontière vers le Canada à pied. Et des drogues présentes aux États-Unis qui passent vers le Canada, il y en a aussi. Des armes, par exemple, les Canadiens aiment beaucoup moins les armes que les Américains, et il y a beaucoup d'armes qui passent illégalement la frontière. Donc voilà. Je ferai remarquer aussi d'ailleurs au passage que la sécurité,
la frontière intérieure d'un pays. Sur une frontière, vous avez une intérieure. Pour les États-Unis, la frontière intérieure, c'est la frontière américaine. Et la frontière extérieure, avec le Canada, c'est le Canada. La frontière intérieure, la sécurité des États-Unis, c'est aux États-Unis de financer la sécurité intérieure. C'est pas aux Canadiens de financer la sécurité des États-Unis. C'est comme ça pour tous les pays du monde depuis l'existence des frontières, c'est-à-dire quelques milliers d'années. Donc oui, ça cache quelque chose, parce que ça cache pas, c'est pas une réalité, ces histoires de passage clandestin du Canada vers les États-Unis. Donc oui, Donald Trump cache sa main. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il cache. Et voilà, encore une fois, même j'ai entendu des élus républicains à la télévision dire qu'ils cachaient ce qu'ils comptaient faire. Alors la plupart des observateurs pensent qu'il cache un effet levier qui cherche à négocier à son profit. Donc il fait peur, il dit qu'il va y avoir des rétorsions avec des droits de douane, et donc ces droits de douane servent à faire peur, à négocier et à obtenir quelque chose. Donc ça peut être, par exemple, pour les Mexicains, ils ont un problème aussi à leurs frontières extérieures et intérieures. À la frontière sud, c'est-à-dire que ce que Trump récupère, les États-Unis récupèrent comme immigrés clandestins à la frontière nord, ils sont rentrés par le Mexique de l'autre côté. Et le Mexique surveille rien du tout. Donc si vous êtes contre l'immigration, vous êtes un parti politique américain, vous êtes contre l'immigration, vous pouvez bien critiquer les Mexicains. Il y a vraiment, dans ce cas-là, un problème. Si vous êtes pour l'immigration, vous en fichez, c'est pas grave. Mais si vous êtes contre l'immigration, vous pouvez juste voir qu'il y a un problème avec le Mexique qui contrôle rien du tout. Donc là, on peut comprendre ce que veut Trump, à savoir qu'il va utiliser les droits de douane comme un effet levier. Voilà. On peut penser aussi, on le voit très clairement, qu'il y a un problème aussi avec les contributions au financement de l'OTAN. De la sécurité militaire atlantique avec l'Union européenne, mais aussi d'un autre côté, certains pourraient éventuellement penser que les États-Unis financent toutes les sécurités nord-américaines. Les Mexicains et les Canadiens n'ont rien à payer pour leur sécurité. Et bien évident que si la Suisse attaque le Canada demain, les Américains vont bondir pour les protéger. Ça risque pas de se produire, mais bon, voilà. Enfin, ceci dit, le Canada est pas très très loin de la Russie quand même. Faut quand même le rappeler. Mais voilà. Donc les effets leviers, oui, pourquoi pas. Des effets leviers, c'est à peu près certain. Il y a des négociations sur le financement de l'OTAN. C'est assez simple. On entend dire, on va arrêter l'OTAN, on va faire sans les États-Unis. Ou bien il va les faire payer sous forme de droits de douane avec 25%, ou bien ils vont augmenter leur contribution, mais d'une manière ou d'une autre. Il semblerait que le financement de la défense européenne par les États-Unis d'Amérique, ce soit un petit peu du passé. D'ores et déjà. Donc voilà. Or, il y a quand même de l'actualité. Il n'y a pas juste à financer les bases de missiles en Allemagne. Il y a aussi l'actualité avec la guerre en Ukraine qui est soutenue par l'Union européenne et par l'Occident globalement. Comment ça va être financé à l'avenir? C'est des sujets brûlants d'actualité. Moi personnellement, je vois derrière, je crois, mais c'est ouvert à la discussion, vous pouvez y aller dans les commentaires d'ailleurs, parce que on improvise un peu nos analyses. D'ailleurs, il y a assez peu d'analyses. Personnellement, je lis toute la presse américaine. Ça fait 8 ans, depuis 2016, ils ont arrêté de chercher à comprendre Trump. Or, j'ai l'impression quand même qu'il y a un nouveau Trump. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution idéologique. Je me rappelle, Steve Bannon disait on va définir le Trumpisme avant et après 2020. Il n'a rien défini du tout à l'époque. Mais il n'y a pas grand-chose de définissable. Un certain patriotisme, un nationalisme light peut-être. C'est vraiment... en tout cas, il y a quelques petites analyses timides sur le vote républicain qu'on peut voir dans les magazines à gauche, à droite. Pourquoi
Trump a remporté une belle victoire, mais c'est quand même pas très poussé. Il n'y a pas grand-chose. Donc voilà. Moi, je crois par contre qu'on peut déjà définir des choses assez nouvelles. J'utilise dans des articles en conclusion, mais là je vais l'utiliser en introduction, j'utilise le mot nationaliste. Alors je précise quand même pour les lecteurs canadiens que en Europe la définition du nationalisme n'est pas la même qu'au au Québec. Nationalisme québécois, c'est le gouvernement actuel de Legault. En Europe, il y a différentes sortes de nationalisme, mais c'est quelque chose de plus idéologique et moins le fait d'être tous d'accord pour avoir un pays, comme c'est le cas au Canada. Les Canadiens veulent se définir en tant que... Pardon, les Québécois veulent se définir en tant que Québécois. En Europe, c'est une idéologie... bien précise qui est accolée à la droite en général. Pour ne pas dire extrême droite, c'est généralement le vocable utilisé, alors qu'au Canada, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus large. On peut voir quand même des signes assez radicaux à la fois de Donald Trump, de J.D. Vance et des autres, d'Elon Musk par exemple. Alors je vais vous les citer, les signes qui me font penser qu'on a quand même un petit changement idéologique. Trump, il était quand même assez pragmatique jusque-là. On ne pouvait pas dire qu'il était... alors certains le traitaient de fasciste déjà et tout ça, mais on ne pouvait pas dire qu'il était dans un camp politique. C'était plutôt quelqu'un de relativement pragmatique durant son premier mandat. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques signes. Elon Musk qui défend Tommy Robinson. Tommy Robinson, c'est merci pour la bulle. C'est l'ultra nationaliste anglais. Je pense qu'il n'y a pas plus nationaliste. Il est en prison actuellement et Elon Musk a demandé à ce qu'il soit libéré. On va aller regarder qui c'est Tommy Robinson. C'est quand même c'est un nationaliste vraiment très très dur. C'est le fondateur de l'English Defence League. Donc c'est des mouvements anti-immigration les plus radicaux en Angleterre. On a vu aussi Elon Musk soutenir l'AfD. Donc, personnellement, je ne connais pas bien l'AfD. C'est un parti nationaliste qui vient de faire 20% il y a 3 jours aux élections en Allemagne. Je sais que Marine Le Pen, par exemple, est plus liée à l'AfD, donc c'est d'être plus radical encore. Je crois qu'ils sont pour la sortie de l'Union européenne. Donc c'est vraiment un nationalisme assez... sur le panel des formations politiques européennes, c'est quand même assez dur. On parle d'Elon Musk, on peut parler de Donald Trump qui a rappelé à l'ordre le gouvernement sud-africain l'accusant de faire de la chasse aux blancs ou quelque chose comme ça, de l'expropriation des blancs. En tout cas, de manière un peu voilée, il a quand même été sur ce problème-là. Donc voilà, on a quelque chose quand même d'assez radical. Alors, je n'ai pas parlé de Vance. Vance, on peut, je pense, à ce que moi j'ai pu étudier du personnage, on connaît son livre, on le connaît un petit peu, mais après c'est pareil, au niveau idéologique, on découvre Elon Musk, j'emploie le mot nationaliste, qu'il a des connivences avec les nationalistes. J'aurais jamais dit ça il y a 6 mois, donc c'est des choses qu'on découvre quand même un petit peu, en tout cas le grand public et moi au passage. Vance, on savait déjà qu'il était très... je pense qu'on peut utiliser le mot réactionnaire sans l'insulter lui-même. C'est un converti catholique. Sur le thème de l'avortement, il est contre l'avortement. Là, il avait 20 minutes pour parler à la conférence sur la sécurité européenne à Munich il y a un mois. Il a utilisé tout son temps de parole pour donner des leçons de démocratie, de liberté de parole, et sur un ton vraiment qui a plu à personne au niveau des dirigeants de l'Union européenne.
À part Giorgia Meloni, j'imagine, mais il a, pour la liberté d'expression, il n'a pas invoqué Tommy Robinson, mais par exemple, il a parlé d'une personne arrêtée devant un centre d'avortement à un quart de mile, en train de prier par terre, à genoux par terre, devant, enfin, à 250 mètres d'un centre d'avortement, enfin je ne sais plus exactement, mais bon, en tout cas, vous voyez un petit peu les priorités. C'est quand même assez lié à des mouvances. On sent qu'il y a une affection pour des mouvances anti-migration et assez nationalistes européennes. Pourquoi je parle de ça? Parce que les gens ont peut-être oublié, parce qu'il n'y a plus de politiciens comme ça. Jean-Marie Le Pen a pris sa retraite, je crois, en 2011, il me semble. Il a passé le relais à sa fille, et depuis le Front National, qui s'appelle le Rassemblement National maintenant, n'est plus pour la sortie de l'Union européenne, n'est plus pour les droits de douane, et il n'y a pas de parti politique. Il y a des eurocritiques comme Éric Zemmour, mais il n'y a pas de mouvement en France à être pour le rétablissement des frontières et pour le rétablissement des droits de douane. Je cite Jean-Marie Le Pen parce que c'est le dernier de mémoire qui était contre l'entrée dans l'Union européenne et qui était pour le maintien des droits de douane, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est une idéologie nationaliste assez classique, et le côté libéral ou post-libéral, hein, c'est une expression qu'on utilisait beaucoup, c'est-à-dire que les gens du Parti républicain en 2016 étaient finalement étaient restés très néoconservateurs, libéraux économiquement. Trump était déjà différent, mais tout le parti était resté à peu près comme il était avant. Aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup évolué, beaucoup changé. On peut parler de post-libéraux. Marco Corrubio, si vous allez sur Wikipédia, il est dans la case post-libéral. Personne ne remet ça en question, a priori, même pas lui. Et c'est un petit peu ce qu'on sentait venir à l'automne, à savoir que les Trumpistes étaient passés sur quelque chose de post-libéral, à savoir qu'ils étaient toujours libéraux, mais si quelque chose n'allait pas, ils s'autorisaient de mettre ces règles de côté et de changer les règles. Aujourd'hui, on n'est plus dans le post-libéralisme. J'ai l'impression qu'on avance quand même vers quelque chose de très très différent. On peut dire, par exemple, avec Elon Musk, il montre Mars avec son doigt, hein, en réalité. Ils veulent aller sur Mars. Et il y a tout un tas de gens qui ne voient que le doigt. J'ai l'impression qu'au niveau économique, c'est un petit peu la même chose. Ils veulent faire des choses en grand. Alors, je précise tout de suite, hein, il y a des gens qui me disent oui, mais ils sont complètement idiots, ils ont l'impression d'être intelligents. C'est Jean-Éric Brana, c'est à peu près ce qu'il m'a dit quand j'ai discuté avec lui. J'avais cité dans un article que j'avais fait début février. Alors, je ne sais pas, je ne dis pas le contraire. Sur les réformes économiques, les droits de douane, est-ce que c'est intelligent de rétablir des droits de douane ? Économiquement, c'est pas ma spécialité. Est-ce que c'est bénéficiaire au niveau du commerce? J'entends déjà quelques démocrates qui me disent secrètement il a peut-être raison, il y a besoin de certains droits de douane aux États-Unis sur certains types de produits, notamment j'ai entendu sur les produits à pas cher envoyés par la poste. Vous commandez quelque chose sur Amazon aux États-Unis, c'est posté directement depuis la Chine et il n'y a pas de droit de douane sur ce genre de choses. Donc effectivement, ça peut poser un problème, quoi. En tout cas, je ne juge pas là-dessus, c'est pas mon propos, et je ne suis pas économiste, je ne sais pas du tout si tout ça est bien fondé ou pas. Je sais que Trump n'est pas tout seul, hein, on voit autour de lui, aujourd'hui il est beaucoup moins seul. Donc est-ce qu'il a des bons économistes autour de lui qui lui ont conseillé, qui lui ont dit écoute, maintenant on arrive à un tournant. D'un point de vue politique, je sais qu'il y a beaucoup d'autres espoirs. Enfin, je ne connais pas tous les philosophes politiques investis. Par exemple, je pense à Bernard-Henri Lévy qui a écrit un livre disant qu'il fallait que les États-Unis restent gendarmes du monde d'une certaine manière contre l'alliance du mal campée par l'Iran, la Chine et la Russie, hein, de mémoire. Voilà, est-ce qu'un monde avec les États-Unis serait un monde sans les États-Unis à la tête
serait pire qu'un monde avec les États-Unis en gendarme du monde, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais aujourd'hui, et je pense que l'entourage de Trump doit en avoir certainement tenu compte, c'est que la mondialisation, elle a du plomb dans l'aile. Je ne sais pas si les Canadiens utilisent la même expression que les Français. Il y a des sanctions massives contre la Russie. Il y a déjà des tarifs depuis 2008 et Biden, les démocrates n'ont pas remis ces droits de douane en cause qui ont été mis contre l'acier et l'aluminium. Non, c'était en, je ne sais plus quelle année, mais c'était été mis par Trump après 2016. Et Biden ne les a pas remis en question. Donc on a aujourd'hui une mondialisation avec des sanctions contre la Russie, des sanctions contre l'Iran, c'est pas le plus grand pays du monde, mais quand même c'est un grand pays. Et des droits de douane contre la Chine. On parle aussi de dédollarisation, on parle de multipolarisation. Multipolarisation, c'est-à-dire que pendant l'URSS, il y avait deux pôles majeurs, c'était la Russie et les USA. Après l'URSS, il n'y avait plus que les États-Unis, le gendarme du monde tout seul, en pôle majeur sur la planète. Et puis aujourd'hui, donc, on a des pôles naissants, avec entre autres la Chine et la Russie, sans oublier les États-Unis, qui se taillent leur part du lion, leur part du gâteau, en négociant directement sur tous les continents, y compris en Amérique du Sud, c'est-à-dire le jardin des Américains. Bon, en Afrique, on a vu que la France s'était fait sortir de plusieurs pays, la Russie spontanément arrivait, les Chinois sont là depuis des décennies. Donc voilà. Or, les sanctions américaines économiques sont contournées et les pays négocient directement et payent directement, par exemple la Russie ou la Chine avec des monnaies autres que le dollar. C'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Donc, on a un changement majeur. Alors, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Et certains, comme Bernard-Henri Lévy, souhaiteraient qu'on continue ce type d'alliance. Je ne sais pas si c'est possible ou pas, probablement. C'est ce que souhaitait Joe Biden, en tout cas. Il souhaitait réarmer, refinancer l'arsenal américain. Et donc, voilà. Mais on n'est pas sur une phase d'expansion de la mondialisation. Les échanges, en 2024, les échanges commerciaux au niveau planétaire ont augmenté de 3%. Mais on peut quand même voir qu'on ne va pas empêcher la Chine et la Russie, ou difficilement, de se tailler leur part du gâteau. L'Union européenne non plus, d'ailleurs. C'est pas le continent le plus performant en ce moment au niveau économique, mais on ne les empêchera pas de rebondir et d'attaquer au niveau commercial également. Donc voilà, donc peut-être que cet état de la mondialisation, cet état de légère démondialisation, parce qu'on ne va pas arriver à une dédollarisation globale en 5 minutes, ça entraîne aussi peut-être une volonté de réindustrialisation aux États-Unis. Si l'industrie numéro 1 aux États-Unis, il faut dire la vérité, c'est l'usine à billets. Donc si les États-Unis, le dieu dollar planétaire n'est plus le moyen de financement numéro 1 des États-Unis, la réindustrialisation peut être le corollaire. Donc voilà, tout ça s'imbrique, on referme un peu les frontières, on met des droits de douane, donc on réindustrialise un petit peu plus. Je ne sais pas du tout si ça peut marcher, encore une fois, je ne suis pas économiste, mais je crois voir quand même que c'est un petit peu des caps. La réindustrialisation, je ne l'invente pas, ça a été cité quand même à de multiples reprises par Trump, et ce n'est pas non plus nouveau. Donc voilà, je pense que oui, les droits de douane servent un petit peu d'effet levier, mais j'ai quand même l'impression que derrière, il y a une nouvelle idéologie. C'est pas juste du populisme comme on l'appelait avant. Il y a un fond de nationalisme qui s'accompagne d'un volet économique. Et je pense que ces droits de douane, voilà. Donc s'il y a des négociations qui doivent avoir lieu, sur le financement de l'OTAN ou autre, ça ne peut pas cacher que derrière, le Trumpisme 2.0 aime les droits de douane. Voilà, c'est un petit peu ce que j'analyse pour le moment comme piste de réflexion. Encore une fois, on va avoir des surprises de toute façon.
Mais voilà, peut-être que j'ai tort et que mes pistes de réflexion vont nous emmener dans nos discussions vers des pistes plus intelligentes. Vous me le direz. Salut!